Bonsoir mesdames et messieurs, le journal du vendredi le 21 février avec vous Iman El-Aed. Commençons notre journal par les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi participe aujourd'hui à une réunion extraordinaire sur la question palestinienne à la capitale saoudienne Riyad. Les dirigeants de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de Koweït, de Bahreïn et de la Jordanie prendront part également à cette réunion. Lors de sa visite en Espagne, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré le roi Philippe VI et le premier ministre Pedro Sánchez. Au terme de sa visite, l'Égypte et l'Espagne ont publié un communiqué conjoint dans lequel les deux pays ont souligné le fait de promouvoir le partenariat régional et institutionnel. Le communiqué a également réitéré le droit des Palestiniens de rester sur leur terre et le refus de toute tentative de déportation vers les pays du voisinage. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelati, a assuré que l'Égypte travaillait toujours avec ses partenaires internationaux pour stabiliser le cessez-le-feu sur le terrain pour garantir un accès rapide sans aucune entrave des aides humanitaires au peuple palestinien dans la bande de Gaza. Monsieur Badr s'est exprimé lors de la première séance de la réunion des ministres des étrangères tenue à Johannesburg hier et aujourd'hui présidée par l'Afrique du Sud. Lors de son allocution, monsieur Abdelati a précisé que l'Égypte est sur le point de parachever un plan global pour la reconstruction de Gaza avec la coordination de l'autorité palestinienne. Selon lui, l'Égypte aspire à participer avec ses partenaires internationaux dans cet événement important, réitérant le refus de l'Égypte de toute tentative de déplacer les Palestiniens hors de Gaza. La présidence palestinienne a déclaré que le président Mahmoud Abbas doit présenter lors du sommet arabe prévu le 4 mars sa vision pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les Palestiniens dans les territoires occupés. Dans un communiqué, la présidence palestinienne a ajouté que le plan avancé par Mahmoud Abbas comprend tous les éléments nécessaires pour préserver les droits légitimes du peuple palestinien et empêcher son déplacement forcé hors de Gaza. Il s'agit également de la reconstruction de la bande de Gaza et de la Cisjordanie tout en mettant en œuvre, exécutant les décisions relatives à la légitimité internationale et à l'initiative de paix arabe, soulignant l'importance de mettre fin à la colonisation israélienne. Le communiqué a aussi réitéré l'importance de permettre à l'autorité palestinienne légitime d'assurer ses responsabilités et dans la bande de Gaza en Cisjordanie. Le Hamas a indiqué vendredi qu'il rejetait les menaces du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, l'accusant d'avoir violé l'accord de trêve en rendant la veille le corps d'une femme de Gaza à la place de l'otage israélienne Shiri Bibas. Nous rejetons les menaces de Benjamin Netanyahu pour essayer d'améliorer son image, a déclaré le mouvement palestinien dans un communiqué appelant les autorités israéliennes à lui restituer le corps de cette femme de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré vendredi de faire payer au Hamas le prix de sa violation cruelle du cessez-le-feu après avoir affirmé que l'un des corps remis par le mouvement palestinien n'était pas celui de l'otage israélien Shiri Bibas comme annoncé. Cette escalade risque de mettre en péril l'accord de trêve fragile dans la bande de Gaza entré en vigueur le 19 janvier après 15 mois de guerre dévastatrice. Au lendemain d'une journée de deuil en Israël marquée par la remise par le Hamas et à Gaza des dépouilles de 3 otages israéliens dont celle des 2 enfants Bibas. M. Netanyahu a dit que le 4e corps n'était pas celui de leur mère mais d'une femme à Gaza. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à faire des progrès irréversible vers une solution à 2 États et cessez-le-feu. Guterres a ajouté le Moyen-Orient traverse une période profonde de transformation pleine d'incertitudes et de possibilités.
En Cisjordanie, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné aujourd'hui une opération intensive en Cisjordanie après une série d'explosions dans des bus hier soir à Beth Yam, dans le centre du pays. Un commentaire. La police israélienne a fait état jeudi soir d'explosions dans 3 bus à Bat Yam. Selon le maire de la localité, celles-ci n'ont pas fait de blessés. 2 autres engins ont fait l'objet d'une opération de désamorçage. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a accusé des organisations terroristes palestiniennes d'être à l'origine des explosions et a indiqué avoir ordonné à l'armée d'intensifier ses offensives, notamment dans les camps de réfugiés. À la suite des explosions, d'importantes forces de police ont été déployées pour rechercher des suspects, selon la police. Des images diffusées par des chaînes de télévision israéliennes ont montré un bus calciné et un autre en feu. Selon des médias israéliens, il a été demandé aux conducteurs de bus de tout le pays de s'arrêter et s'inspecter leur propre bus à la recherche d'éventuels engins d'explosifs. Le commandant de la police du centre d'Israël a déclaré lors d'un point de presse retransmis à la télévision que les engins utilisés pour déclencher les explosions étaient similaires à ceux trouvés en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Depuis plusieurs semaines, l'armée israélienne mène des opérations quasi quotidiennes dans plusieurs villes et camps de Cisjordanie. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé dans la nuit de jeudi à vendredi des points de passage à la frontière syro-libanaise. Plus tôt, l'Observatoire syrien des droits de l'homme avait indiqué que des frappes israéliennes visaient vendredi matin des points de passage illégaux à la frontière entre la Syrie et le Liban à Wadi Khaled, dans la province de Homs. La Commission européenne chargée de la Méditerranée a annoncé que l'Union et la Commission soutenaient le président libanais et le nouveau gouvernement, soulignant qu'un demi-milliard d'euros avait été alloué à Beyrouth sous certaines conditions. La responsable européenne a expliqué que la plus importante de ces conditions est la restructuration du secteur bancaire du Liban et l'accord avec le Fonds monétaire international une fois les 2 conditions soient remplies. Elle a également ajouté qu'elle avait discuté avec le président Joseph Aoun du cessez-le-feu qui avait mis fin à une guerre dévastatrice entre le Hezbollah et Israël et qu'ils avaient également évoqué le soutien à l'armée libanaise ainsi que la situation en Syrie voisine. Cible d'invective de la part de Donald Trump ou d'Elon Musk, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est sous pression aujourd'hui afin de coopérer très rapidement avec les États-Unis pour mettre un terme à la guerre face à la Russie. Un commentaire. Le président Donald Trump est manifestement très frustré par le président Zelensky par le fait qu'il ne soit pas venu à la table des négociations, qu'il n'ait pas voulu saisir l'occasion que nous lui avons offerte, a martelé le conseiller américain à la sécurité nationale Mike Waltz. La Chine a elle aussi estimé qu'une fenêtre sur la paix s'ouvre, selon des propos rapportés vendredi de son ministre des Affaires étrangères Wang Yi à la réunion des chefs de la diplomatie du G20 à Johannesburg. Le rapprochement entamé entre Moscou et Washington fait craindre une rupture entre les États-Unis et l'Ukraine qui dépend de manière cruciale de l'aide américaine pour résister à l'invasion russe. Messieurs Trump et Zelensky ont échangé des attaques personnelles inédites après les discussions russo-américaines de mardi en Arabie Saoudite, les premières au niveau des chefs des diplomaties en 3 ans. Zelensky est méprisé par le peuple ukrainien, a estimé sur X Elon Musk, incontournable dans l'entourage du numéro 1 américain qui a qualifié mercredi son homologue de dictateur. Volodymyr Zelensky a de son côté reproché à Trump de vivre dans un espace de désinformation russe et rejeté une proposition d'accord visant à ce qu'en échange de l'aide américaine déjà livrée, Washington obtienne un accès à 50% des minerais stratégiques ukrainiens.
L'armée russe a affirmé vendredi s'être emparée de 2 localités situées dans la région ukrainienne de Donetsk, non loin de la frontière avec celle de Dnipropetrovsk, où les troupes du Kremlin n'ont jusqu'à présent pas pénétré. Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a indiqué que ces unités avaient capturé des villages ukrainiens de Natchanka ainsi que celui plus au sud de Novosilka. Ces 2 localités se trouvent quelques kilomètres à l'est de la région Dnipropetrovsk. Le président français Emmanuel Macron va dire lundi à son homologue américain Donald Trump qu'il ne peut pas être faible face au président russe Vladimir Poutine et que son intérêt stratégique est le même que celui des Européens. Donald Trump a annoncé vouloir négocier la paix directement avec Vladimir Poutine et amorcer sans tarder une normalisation des relations avec Moscou. Alors que le conflit continue de faire rage en Ukraine, près de 3 ans après le début de l'offensive russe et que les forces ukrainiennes sont à la peine. Le comité politique monétaire de la Banque centrale d'Égypte a décidé de maintenir le taux des dépôts de prêts au jour le jour à 27,75%, 28,25% et 27,75% respectivement. Voici le point. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale d'Égypte, BCE, réuni jeudi, a décidé de maintenir le taux de dépôt au jour le jour, le taux de prêt au jour le jour et le taux de l'opération principale de la Banque centrale d'Égypte à 27,25%, 28,25% et 27,75% respectivement. Le comité a également décidé de maintenir le taux d'escompte à 27,75%. Alors que les perspectives de croissance économique et d'inflation au niveau mondial restent incertaines, quelques banques centrales, tant dans les pays avancés que dans les pays émergents, ont continué à réduire progressivement leur taux directeur. D'autres ont choisi de rester prudentes à la lumière de l'évolution de l'économie mondiale. La croissance économique reste globalement stable et devrait se poursuivre au rythme actuel pendant une bonne partie du moyen terme, bien qu'elle ne soit pas encore revenue au niveau d'avant la pandémie. Un beau temps est prévu demain, samedi 22 février, au cours de la matinée. Grand Caire en Basse-Égypte, dans les côtés nord-ouest et dans le nord de la Haute-Égypte. Des températures un peu froides sont prévues dans les côtes nord-ouest et un peu chaudes dans le Sinaï du sud et le sud de la Haute-Égypte. Le soir, un temps très froid est prévu dans la plupart de la République. Des pluies fines à moyennes sont également prévues sur les côtes nord et le nord de la Basse-Égypte. Et maintenant, on vous laisse avec les degrés de température prévus demain en Égypte et dans certaines capitales du monde. Merci mesdames et messieurs, fin de notre journal et à tout à l'heure.